Voici la traduction complète en français, France, de l'histoire que vous avez fournie, adaptée de manière naturelle et fluide. Minuit, lorsque la mèche de Silas perça le plâtre humide. Minuit et 2 secondes, un lourd sac en toile noire tomba, révélant d'Elias. Minuit et 5 secondes, de billets pour un montant exact d'1 million de dollars. Dans l'ombre. Minuit et 11 secondes, Sarafina, une milliardaire déguisée en pauvre femme de ménage, retint son souffle et observa depuis l'arrière. Elle attendait qu'il s'empare de l'argent et s'enfuit, comme tous les autres avant lui. Mais ce que fit Silas ensuite non seulement la stupéfia, mais la fit fondre en larmes sur place. Que fit-il donc? Un pauvre électricien pouvait-il accomplir quelque chose que même les riches n'oseraient pas? La vérité derrière ce sac d'1 million de dollars allait mener à un retournement que personne n'avait vu venir. La maison sentait le moisi et des décennies de négligence. Silas d'Hermite se tenait dans le couloir mal éclairé, ses mains usées glissant le long des murs de plâtre croulant, suivant les anciens câbles électriques dissimulés dessous. À 38 ans, il dégageait une dignité tranquille que la pauvreté avait tenté, sans succès, de lui arracher. Son visage portait les marques de longues nuits et d'années encore plus longues, des rides profondes autour d'yeux qui avaient connu un amour immense et une perte dévastatrice. Il était grand, mince, les épaules larges grâce à des années de travail physique, ses gestes précis et économes. Derrière lui, sa fille de 8 ans, Louisa, était assise en tailleur sur le sol poussiéreux, ses petits doigts rangeant soigneusement les outils de son père par taille. La fillette avait les cheveux sombres de sa mère et le regard stable de son père. Elle fredonnait doucement en travaillant, une habitude qui rappelait douloureusement à Silas sa défunte épouse. L'accident remontait à 3 ans, mais certains matins, il tendait encore la main de l'autre côté du lit, s'attendant à la trouver là. Désormais, il n'y avait plus que deux, vivant dans un petit appartement qui fuyait quand il pleuvait, mangeant le dîner à la lueur de lampes d'occasion qu'il avait lui-même réparées. Silas avait autrefois été plus que cela. Il avait été ingénieur diplômé, concevant des systèmes électriques pour des bâtiments commerciaux, son nom figurant sur des permis et des plans. Mais cette vie s'était terminée le jour où son supérieur l'avait accusé de voler du matériel de construction. L'accusation était fausse, inventée pour couvrir le vol du supérieur lui-même. Mais lorsque la vérité avait éclaté, la réputation de Silas était déjà ruinée. Aucune entreprise ne voulait embaucher un ingénieur avec une accusation de vol dans son dossier, même non prouvée. Alors il prenait les travaux qui se présentaient, réparer des prises défectueuses, refaire le câblage de vieilles maisons. Des jobs payés à l'heure qui ne couvraient jamais tout à fait le loyer. Son père lui avait enseigné un principe gravé dans ses os, même quand tout le reste s'effondrait. Ta parole est ta valeur, disait le vieil homme dans leur garage-atelier, apprenant au jeune Silas à dénuder du fil de cuivre. Si tu ne peux plus te regarder dans le miroir, il ne te reste plus rien à perdre. Silas avait construit toute sa vie sur cette barre. Il n'avait jamais pris $1 qui ne lui appartenait pas, jamais lésiné sur la qualité, jamais menti à un client sur ce qui devait être réparé. C'était la seule chose que la pauvreté ne pouvait pas lui enlever. De l'autre côté de la ville, dans une tour de bureau qui frôlait le ciel, Sarafina Constance signait des documents sans les lire. Elle avait appris depuis longtemps que faire confiance au petit caractère était une folie. À 34 ans, elle dirigeait un empire immobilier valant des milliards. Son nom était synonyme de développement de luxe et de projets technologiques de pointe. Ses cheveux tombaient en vagues dorées qui captaient la lumière juste comme il fallait. Son visage était d'une beauté qui faisait oublier de respirer. Mais ses yeux portaient une froideur née d'avoir été trahie une fois de trop. Elle avait été trompée par des partenaires d'affaires qui souriaient en face et volaient sur ses comptes. Elle avait été trahie par des employés qui se disaient loyaux tout en vendant ses secrets à la concurrence. Elle avait été approchée par des centaines de personnes qui ne voyaient que sa fortune, jamais elle. Les pires étaient ceux qui jouaient les pauvres, inventant des histoires larmoyantes pour manipuler sa générosité, puis riaient dans son dos une fois les chèques encaissés. Sarafina avait cessé de croire en la bonté sincère depuis des années, c'est pourquoi elle avait conçu ce test. Elle avait acheté la vieille demeure victorienne d'Ashwood Street précisément pour cela, un monument en ruine d'une autre époque, avec un câblage si ancien qu'il représentait un danger d'incendie. Elle avait fait embaucher par son gestionnaire le meilleur électricien du coin, quelqu'un de compétent mais en situation désespérée. Puis elle avait fait quelque chose de très précis,
Elle avait creusé un espace creux dans le mur derrière le tableau électrique principal, placé un sac en toile noire contenant $1 million en liquide, et refermé le tout avec du plâtre qui s'effriterait au moindre contact. Ensuite, elle s'était transformée. Fini les tailleurs de créateurs et les escarpins italiens. Elle portait une robe de maison délavée de taille trop grande, un cardigan usé jusqu'à la trame, des chaussures éraflées ayant connu de meilleures décennies. Elle avait attaché ses cheveux avec un élastique et s'était débarbouillé le visage de tout maquillage. Dans le miroir, elle voyait exactement ce qu'elle voulait, quelqu'un d'oubliable, de pauvre, quelqu'un dont personne ne se soucierait. Le plan était simple, observer l'électricien quand il découvrirait inévitablement l'argent. Voir son vrai visage se révéler, le masque de professionnalisme tomber et la cupidité prendre le dessus. Et quand il s'emparerait de l'argent et s'enfuirait, elle aurait une preuve de plus que tout le monde, absolument tout le monde, pouvait être achetée. Elle était dans la cuisine quand Silas était arrivé, jouant le rôle de la propriétaire en difficulté qui avait hérité de ce fardeau et ne pouvait pas se permettre de vraies réparations. Il s'était montré d'une politesse irréprochable, expliquant ce qu'il devait faire, estimant les coûts avec une honnêteté douloureuse. Il avait même suggéré des alternatives moins chères qui résoudraient les problèmes immédiats sans nécessiter un recablage complet. Sarafina avait ressenti un léger doute, mais elle l'avait repoussé. Ce n'était qu'une autre performance. Ils jouaient tous la comédie au début. Maintenant, elle se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait travailler. Louisa s'était endormie dans un coin, la tête posée sur la boîte à outils de Silas, sa petite main serrant encore un tournevis. Silas regardait sa fille avec une telle tendresse que quelque chose se fissura dans l'armure soigneusement construite de Sarafina. Elle se força à se concentrer. Le mur sur lequel il travaillait, celui qui semblait particulièrement abîmé, c'était là qu'elle avait caché l'argent. Silas avait remarqué quelque chose d'étrange sur ce mur presque immédiatement. Le plâtre était plus récent que le reste, mal rafistolé, et il y avait des marques de pression suggérant qu'on y avait placé quelque chose. Il en avait parlé à la propriétaire, cette femme nerveuse en robe trop grande, mais elle avait balayé la question, « Contentez-vous de réparer le câblage. Ne vous inquiétez pas pour l'esthétique. » Mais Silas ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. S'il y avait des dégâts d'humidité ou des problèmes structurels derrière ce mur, recabler autour serait dangereux. Alors quand elle était partie faire du thé, il avait testé l'intégrité du mur. Il était clairement creux. Quelque chose se trouvait définitivement à l'intérieur. Maintenant, perceuse en main, il décida d'investiguer. Mieux valait savoir maintenant que d'être rappelé plus tard quand des dégâts d'eau ruineraient le nouveau câblage. La mèche s'enfonça facilement dans le plâtre mou. Trop facilement. Il la retira et regarda par le trou. C'est alors que Sarafina choisit de revenir. C'est pas délibérément bruyant. Elle voulait qu'il sache qu'elle approchait. Qu'il essaie peut-être de cacher ce qu'il faisait. Mais Silas leva simplement les yeux et dit, « Madame, il faut que je vous montre quelque chose. » Ce mur a été trafiqué. Avant qu'elle puisse répondre, il élargit le trou et la gravité fit le reste. Le sac noir tomba dans un nuage de poussière de plâtre, atterrissant lourdement entre eux. La fermeture éclair s'était partiellement ouverte dans la chute, révélant des liasses nettes de billets de $100, plus d'argent que la plupart des gens n'envoyaient dans une vie entière. Silas le fixa. Sarafina retint son souffle. C'était le moment qu'elle attendait. Elle s'était placée près de la porte, prête à appeler la sécurité s'il tentait de s'enfuir. Son téléphone était dans sa poche, déjà en train d'enregistrer. Quelque part dans la maison, une tuyauterie gémit. Louisa bougea dans son sommeil. Le moment s'étira interminablement. Puis Silas fit quelque chose que Sarafina n'attendait pas. Il ferma soigneusement la fermeture éclair sans toucher l'argent à l'intérieur, posa le sac de côté et continua d'examiner la cavité du mur. « Il y a des dégâts d'humidité ici, » dit-il d'une voix calme, « et le câblage est compromis. Il faut que je vérifie s'il y a autre chose qui ne devrait pas être là avant de pouvoir le rendre sûr. » Le discours préparé de Sarafina mourut dans sa gorge. Elle avait prévu de poser des questions insidieuses pour le tenter, lui donner des occasions de rationaliser le vol. Mais il ne regardait même pas l'argent. Il regardait le danger électrique, le front plissé par une réelle inquiétude. Elle se força à jouer son rôle. Et si, s'il y avait quelque chose de valeur là-dedans, balbutia-t-elle en faisant trembler sa voix, qu'est-ce que vous feriez? Silas la regarda,
puis le sac, puis revint au mur. Je le rendrai à son propriétaire. Madame, ce n'est pas à moi de le prendre. La réponse fut immédiate, instinctive, comme s'il n'avait jamais envisagé d'autres possibilités. Sarafina sentit quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ce n'était pas ce que faisaient les gens. Elle avait testé des dizaines d'entrepreneurs, d'employés potentiels, même des hommes qu'elle fréquentait. Ils avaient tous échoué, tous. Mais avant qu'elle puisse digérer cela, la maison elle-même intervint. Le vieux système électrique, mis à rude épreuve par l'investigation de Silas, rendit enfin l'âme. Il y eut un claquement sec, une gerbe d'étincelles des fils exposés, et soudain la cavité du mur s'embrasa d'orange. Silas réagit plus vite que la pensée. Il attrapa Sarafina, figée par le choc, et l'éloigna du mur. Son corps se plaça instinctivement entre elle et les fils crépitants. « Prenez Louisa », dit-il d'une voix calme malgré l'urgence. « Sortez par la porte d'entrée, tout de suite. » Mais Sarafina ne pouvait pas bouger. Elle était paralysée, regardant les flammes. Commencer à lécher l'intérieur du mur. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas censé arriver. L'argent, le test, tout partait de travers. Silas n'attendit pas qu'elle se reprenne. Il souleva sa fille endormie d'un bras, saisit le poignet de Sarafina de l'autre main et les entraîna tous les deux vers la sortie. Mais il s'arrêta. Le sac était toujours par terre, directement sur le chemin des flammes qui se propageaient. Sarafina observa son visage tandis qu'il prenait une décision. Il posa Louisa dans le couloir, lui dit d'emmener la dame étrange dehors, puis se retourna vers le feu. « Qu'est-ce que vous faites » s'entendit hurler Sarafina. « C'est de l'argent de quelqu'un » répondit-il. Il attrapa le sac, ses mains allant vite, et le lança par la porte pour le mettre en sécurité. Puis, au lieu de le suivre, il se retourna vers le feu. C'est alors que Sarafina comprit. Il ne sauvait pas l'argent pour le garder. Il le sauvait parce que le laisser brûler aurait été du vol par négligence. Et plus encore, il retournait combattre le feu. Parce qu'il y avait une maison ici, une structure appartenant à quelqu'un, et qu'il avait été engagé pour la protéger. Elle le regarda arracher sa chemise, la tremper dans l'eau d'une salle de bain voisine et s'en servir pour étouffer les petites flammes tout en isolant le circuit électrique. Ses gestes étaient professionnels, efficaces, le fruit d'années de formation que la pauvreté n'avait pas effacé. Il savait exactement quel disjoncteur couper, exactement comment priver le feu de son carburant électrique. Les flammes s'éteignirent, laissant derrière elles du plâtre calciné et l'odeur âcre de l'isolant brûlé. Silas resta là, respirant fort, la poitrine maculée de suie et de sueur. Puis il sortit calmement, ramassa le sac là où il l'avait jeté et l'apporta à Sarafina. « Il faut le mettre en lieu sûr, » dit-il en le lui tendant. « Et madame, avec tout le respect que je vous dois, vous devriez appeler les pompiers pour inspecter les dégâts. Tout le système électrique doit être remplacé avant qu'il ne tue quelqu'un. » Sarafina prit le sac de ses mains engourdies. Il était toujours parfaitement fermé, toujours plein de l'argent qu'il n'avait jamais touché. Il avait risqué sa vie pour lui. Il l'avait sauvé, et maintenant il le rendait comme s'il ne s'agissait que d'un outil emprunté. Elle ne pouvait plus tenir le rôle. Ses mains tremblaient trop fort et quelque chose de chaud et d'inconnu montait derrière ses yeux. Quand avait-elle pleuré pour la dernière fois? Des années, peut-être des décennies. Mais maintenant les larmes menaçaient et elle ne pouvait plus les retenir. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi ne l'avez-vous pas pris » Silas la regarda avec ses yeux stables et fatigués. « Parce que ce n'est pas à moi » répondit-il simplement. « Et parce que ma fille me regarde apprendre quel genre d'homme est son père. J'ai besoin qu'elle sache que l'argent ne peut pas acheter ce qui compte vraiment. » Ce fut la goutte d'eau. Les larmes coulèrent chaudes et rapides, et Sarafina ne put plus les cacher. Elle s'assit lourdement sur les marches du perron, le sac d'argent sur les genoux, et pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Toute sa certitude, tout son cynisme soigneusement construit, toutes ses preuves que chacun était corruptible, tout s'effondra face à un électricien fatigué qui avait choisi l'intégrité plutôt qu'1 million de dollars. Silas s'assit à côté d'elle, à distance respectueuse, et attendit. Louisa, confuse mais intuitive comme le sont les enfants, vint s'asseoir de l'autre côté de Sarafina. La petite fille ne dit rien, posant simplement sa petite main sur le bras de Sarafina, offrant du réconfort à sa manière. Ils restèrent ainsi longtemps,
Jusqu'à ce que les larmes de Sarafina s'apaisent enfin. Quand elle put respirer à nouveau, quand elle put réfléchir, elle prit une décision. Elle se leva, s'essuya le visage du revers de la main et laissa complètement tomber le déguisement. Elle enleva le cardigan, l'élastique de ses cheveux. Elle se redressa au lieu de se voûter. « Je m'appelle Sarafina Constance », dit-elle d'une voix encore rauque d'avoir pleuré. « Je suis propriétaire de Constance Holdings. Je vaux 4,7 milliards de dollars, et cet argent était un test. » L'expression de Silas ne changea guère. Il hocha lentement la tête, comme si cela expliquait des choses qu'il avait déjà devinées. « Vous testez tout le monde comme ça. Tout le monde. » La voix de Sarafina était amère. Partenaires d'affaires, employés, entrepreneurs, amis. Tous ceux que j'ai testés ont échoué. Chaque personne a pris l'argent ou a essayé de le prendre. Vous êtes le premier qui ne l'a pas fait. C'est une façon bien solitaire de vivre, dit doucement Silas. Oui, l'aveu lui coûta. Ça l'est. Louisa tira sur la manche de son père. Papa, pourquoi la dame riche pleure? Silas réfléchit sérieusement à la question. Parce qu'elle a appris quelque chose d'important, ma chérie. Que tout le monde n'est pas pareil. Sarafina regarda cet homme, cet électricien pauvre en gens tachés de suie, et sentit quelque chose se déplacer profondément en elle. Elle avait passé des années à construire des murs, à élaborer des tests sophistiqués, à se prouver que la confiance était impossible. Et voilà quelqu'un qui avait prouvé le contraire sans même essayer. Qui avait simplement vécu selon ses principes parce qu'il ne savait pas faire autrement. Il faut que je vous dise quelque chose, reprit-elle en se rasseyant. Silas se figea. Constance Holdings travaillait avec eux. Nous avions un contrat d'approvisionnement. Ils fournissaient des matériaux pour un projet dans le quartier des entrepôts. La gorge de Sarafina se serra. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient à leurs employés. Je n'ai pas posé de questions. Je signais les contrats et je touchais les bénéfices. Le silence s'étira. Quelque part dans la rue, des enfants jouaient. La fin semble coupée dans votre texte original, mais voici la traduction fidèle jusqu'au bout fournie.